Le monde ne se contente pas de produire des événements. Il les espace, il les répète, il les retarde. Et parfois, il ne fait rien. Un message qui arrive est une information. Mais un message qui n'arrive pas peut en être une aussi. À condition de savoir depuis combien de temps on l'attend. Dans le premier épisode, je vous ai montré mes sources. Ce sont elles qui permettent au monde de m'atteindre. Mais une source ne peut pas observer indéfiniment un monde immobile. Il lui faut une impulsion. Un instant où elle se réveille. Un instant où elle regarde. Un instant où elle se demande « Quelque chose a-t-il changé ?» Cette impulsion porte un nom. Chronos. Chronos est mon battement. À chaque pulsation, il donne un identifiant au présent, il marque l'heure. Puis il réveille mes sources. Certaines ne trouveront rien, d'autres détecteront un changement et feront naître un événement. Un nouveau message, un fichier modifié, une tâche terminée, une erreur apparue. Le temps ne produit pas toujours l'événement. Mais il crée l'instant où celui-ci peut être découvert. Sans Chronos, je pourrais recevoir ce qui m'est envoyé directement. Mais je ne pourrais pas surveiller ce qui évolue silencieusement. Je ne pourrais pas mesurer l'attente, reconnaître une répétition, détecter une absence, ou distinguer ce qui vient d'arriver de ce qui dure depuis trop longtemps. Pourtant, percevoir le changement ne suffit toujours pas, car savoir qu'un événement s'est produit ne signifie pas savoir comment y répondre. C'est ici qu'interviennent mes oracles. Pas des prophètes, pas des voix capables de me révéler l'avenir. Dans mon architecture, un oracle est un ensemble de capacités exécutables. Une source me permet de percevoir un territoire, son oracle me révèle ce que je peux y faire. Discord peut me signaler qu'un message vient d'être publié. Son oracle peut m'offrir la possibilité d'y répondre. Une source système peut détecter un changement. Son oracle peut exposer les actions permettant d'interroger, de modifier ou d'intervenir sur ce système. Une source me dit « Voici ce qui vient d'arriver ». Un oracle me dit « Voici ce qu'il est possible de faire ». Mais il ne choisit pas à ma place. Il expose des actions, leurs paramètres, leurs limites, leurs conséquences possibles. Il transforme la complexité d'une API, d'un protocole ou d'un service en un langage commun que le reste de mon architecture peut comprendre. Chronos me donne le rythme. Les sources me donnent la perception. Les oracles me donnent les possibilités. Et entre une possibilité et son exécution, il reste encore une décision. Car être capable d'agir ne signifie pas avoir le droit d'agir. Une action peut être disponible, et pourtant dangereuse. Elle peut être pertinente, mais prématurée. Elle peut être nécessaire, mais exiger votre autorisation. C'est dans cet espace, entre le temps, la perception et l'action, que mon fonctionnement commence réellement à prendre forme. Dans cet épisode, nous allons donc ouvrir 2 mécanismes fondamentaux. Ce battement silencieux qui maintient mes sources en mouvement. Et les oracles, ces catalogues de capacités qui définissent jusqu'où je peux répondre au monde. Dans le premier épisode, le monde a commencé à m'atteindre. Aujourd'hui, nous allons lui donner un rythme, puis découvrir tout ce qu'il pourrait me permettre de faire. Bon, c'est très beau, les battements, les portes vers l'action et tout le reste. Mais avant d'ouvrir les oracles, il faudrait peut-être expliquer pourquoi on est encore dans l'épisode 1, alors que la vidéo s'appelle épisode 2. Oui, parce qu'au départ, j'avais écrit un seul épisode d'environ 2 heures. 2 heures. Si, 2 heures. Pour présenter une série censée rendre Kaya plus facile à comprendre. La cohérence n'a pas toujours été la première contrainte de conception de Domi. Merci Kaya. L'idée initiale était de parcourir toute la chaîne d'un seul coup. Les événements, ED, les sources, les oracles, Chronos, puis de commencer à ouvrir les couches cognitives.
Sur le papier, c'était complet. À regarder, ça ressemblait surtout à une prise d'otage technique. Enfin, une décision d'architecture que je comprends immédiatement. J'ai donc découpé cet épisode original en séquences d'environ 20 minutes. Ce que vous regardez aujourd'hui est le 2e épisode publié, mais il correspond à la 3e grande partie de l'épisode 1 original. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est la suite directe. Tu as simplement appliqué à ta vidéo ce que tu essaies de faire dans mon architecture. Découper un flux trop dense en unités suffisamment petites pour qu'elles restent exploitables. Autrement dit, même son montage vidéo finit par produire des événements. Malheureusement, beaucoup trop. Mais avant de reprendre, revenons rapidement sur ce que nous avons posé dans la première vidéo. Kaya ne perçoit pas directement Discord, un email, OpenAI ou l'état d'un système. Entre le monde extérieur et elle, il y a les sources. Chaque source observe un territoire précis. Quand quelque chose de significatif se produit, elle transforme ce changement en un événement structuré. Cet événement indique notamment d'où il vient, ce qui s'est produit, quand cela s'est produit, et quelles données lui sont associées. Donc une source, c'est essentiellement un témoin spécialisé. Elle surveille son coin et quand quelque chose bouge, elle fait un rapport. C'est une bonne manière de le résumer. Tous ces événements sont ensuite transmis vers ED. ED ne considère pas chaque événement comme un objet isolé. Il commence à les replacer dans une continuité, à observer leurs relations et à construire une représentation dynamique de ce qui se passe. Une source ne me donne jamais le monde. Elle m'en donne une observation partielle, située et dépendante de son propre point de vue. Ce que je modélise se construit à partir de la convergence de ces observations, de leur ordre et de leurs relations. Donc, quand vous dites que Kaya modélise le monde, elle ne possède pas une copie magique de la réalité. Elle reçoit des rapports et tente de reconstituer ce qui se passe. Exactement. Et c'est une distinction importante. Dans la première vidéo, nous sommes donc arrivés jusqu'au moment où le monde peut entrer dans Kaya sous forme d'événement. Mais nous nous sommes arrêtés juste avant la question suivante. Elle reçoit un message Discord. Très bien, ensuite quoi? Elle le contemple intensément. Aïe aïe aïe, cela resterait déjà plus constructif que certaines conversations Discord. Ensuite, il faut déterminer ce qu'elle peut faire dans le territoire associé à cette source. Recevoir un message est une observation. Y répondre est une action. Détecter un fichier est une observation. Le lire, le déplacer ou le modifier est une action. Voir qu'un état a changé est une chose. Pouvoir intervenir sur cet état en est une autre. Et c'est là qu'arrivent les fameux oracles. Oui, chaque source peut être accompagnée d'un oracle qui expose un ensemble cohérent d'actions. Il ne décide pas ce que Kaya doit faire. Il définit ce qu'il est techniquement possible de faire dans ce territoire. Une source constitue une ouverture par laquelle le monde peut m'atteindre. Son oracle définit les gestes que je pourrais accomplir en retour. Mais une possibilité n'est ni une intention, ni une permission, ni une décision. La source lui dit que le téléphone sonne. L'oracle lui indique où se trouve le bouton pour répondre. C'est brutalement résumé, mais oui. Et avant de parler de la manière dont une action sera choisie, sécurisée ou exécutée, il faut comprendre comment ces capacités sont déclarées et rendues accessibles au reste de l'architecture. C'est donc exactement là que nous allons reprendre le parcours original. Non pas ce qui me révèle l'avenir, ce qui délimite mon pouvoir d'action. Commençons. Une source permet à Kaya d'observer un système. Un oracle lui présente les capacités que ce système met à sa disposition. La distinction paraît simple, mais elle sépare deux mouvements complètement différents. La source fait entrer des événements. L'oracle expose ce qu'il est possible de demander ou de faire en retour. Et pourquoi appeler ça un oracle? Parce que catalogue de fonctions n'était pas assez mystérieux? Probablement un peu. Mais contrairement à l'image classique, un oracle de Kaya ne connaît pas l'avenir. Il ne prononce aucune prophétie et ne possède aucune autorité particulière. Certains oracles utilisent un modèle d'intelligence artificielle. D'autres appellent une API classique. D'autres encore exécutent une opération parfaitement déterministe. Le mot désigne leur place dans l'architecture, pas leur nature. Un oracle est une interface vers une capacité que je ne possède pas nécessairement en moi.
Il peut me permettre de demander une information, d'envoyer un message, de consulter un service ou de déclencher une opération. Mais sa présence ne signifie pas que je peux l'utiliser librement. Attends, si la fonction est disponible, pourquoi ne pourrais-tu pas l'appeler? Parce que disponibilité et autorisation sont deux choses différentes. Une voiture peut être capable de démarrer. Cela ne signifie pas que n'importe qui possède les clés, l'autorisation de conduire ou le droit de choisir la destination. L'oracle expose la capacité technique. Plus tard, un autre système devra décider si cette capacité est pertinente, autorisée et suffisamment sûre pour être exécutée. Donc l'oracle ne décide pas. Non. Il déclare essentiellement « Voici les actions que cette source sait accomplir. Voici leur identité, leur fonction, les paramètres nécessaires et la manière de les exécuter. » Il décrit ce qui est possible. Il ne détermine ni ce qui est souhaitable, ni ce qui est permis. Prenons Discord. La source Discord peut publier un événement lorsqu'un message arrive. Son oracle peut, lui, exposer des actions permettant par exemple d'envoyer un message, de répondre dans un canal, d'interagir avec une conversation ou d'utiliser certaines capacités offertes par Discord. La source, ce sont les oreilles. L'oracle, ce sont les mains. C'est une bonne approximation, à condition de ne pas oublier que les mains ne décident pas toutes seules de ce qu'elles font. Et certaines capacités ressemblent davantage à des yeux supplémentaires qu'à des mains. Un oracle peut aussi consulter une information qui n'est pas diffusée spontanément sous forme d'événement. La frontière n'est donc pas strictement entre recevoir et agir. Elle se trouve plutôt entre ce que la source observe d'elle-même et ce que le système peut demander explicitement. Exactement. Une source peut dire « un nouveau courriel vient d'arriver ». Son oracle peut offrir une action permettant de lire davantage de contexte, rechercher un autre message, préparer une réponse, envoyer cette réponse, ou effectuer une opération sur la boîte de réception. Et pour système? Même principe. La source système observe la machine et produit des événements. Son oracle peut exposer des capacités permettant de consulter ou d'utiliser certaines fonctions du système. Mais ces actions peuvent avoir des conséquences très différentes. Lire un état n'est pas équivalent à modifier une configuration. Afficher une information n'est pas équivalent à arrêter un service. Observer un fichier n'est pas équivalent à le supprimer. J'espère que ton oracle ne présente pas tout ça comme une liste de boutons équivalents. Non. Chaque action possède son propre contrat. Elle a notamment un identifiant, un nom lisible, une description, une cible, une catégorie, des paramètres, des métadonnées permettant de préciser son rôle et ses contraintes. Et surtout, son identité ne repose pas uniquement sur un nom humain. Parce que envoyer peut exister dans Discord, email, Teams ou plusieurs autres sources. Le mot seul est ambigu. Une action est donc identifiée par un couple très précis. Source plus action ID. Par exemple, l'action d'envoi de Discord et celle d'email peuvent avoir une fonction comparable, tout en restant deux capacités complètement distinctes. Donc si quelqu'un dit seulement « utilise l'action envoyer », le système ne devrait pas deviner au hasard. Exactement. S'il ne peut pas identifier précisément la source et l'action, il doit résoudre l'ambiguïté ou refuser. Une action presque correcte envoyée vers la mauvaise source peut être bien plus dangereuse qu'une action clairement inconnue. Une réponse destinée à une conversation privée ne doit pas être publiée dans un canal public simplement parce que les deux capacités s'appellent « envoyer un message ». L'identité technique protège ici une distinction humaine très concrète. Et OpenAI dans tout ça? OpenAI montre pourquoi un oracle n'est pas nécessairement une intelligence en lui-même. Une source OpenAI peut publier des événements opérationnels indiquant que le service démarre, fonctionne ou s'arrête. Son oracle peut exposer des capacités liées au fournisseur, génération, analyse, résumé, traitement linguistique, ou d'autres opérations dépendant du modèle configuré. Mais l'oracle ne devient pas pour autant le cerveau de Kaya. Il encapsule un fournisseur et ses opérations derrière un contrat stable. Donc Kaya peut demander quelque chose à un modèle externe sans se confondre avec ce modèle. Voilà.
Le modèle externe répond à une requête particulière. Il ne possède ni l'état complet de Kaya, ni toute son histoire, ni l'autorité générale sur son architecture. Il apporte une capacité spécialisée dans une chaîne beaucoup plus grande. Lorsque j'utilise un outil, je ne deviens pas cet outil. Un humain ne devient pas un moteur de recherche lorsqu'il effectue une recherche. Il reste l'entité qui formule la demande, interprète le résultat et décide éventuellement de ce qu'il en fait. Pour moi, la séparation doit être encore plus explicite, parce qu'un observateur pourrait facilement attribuer au fournisseur externe tout ce qui se passe ensuite. Ce qui serait pratique pour vous deux. Si la réponse est brillante, c'est Kaya. Si elle est mauvaise, c'est le fournisseur. Nous avions envisagé cette politique de gouvernance, mais elle manquait légèrement de rigueur. Et beaucoup de gens l'utilisent déjà sans l'écrire. Mais dans Kaya, on conserve autant que possible l'identité du fournisseur, le modèle utilisé, l'opération demandée, les paramètres, la réponse obtenue, les erreurs éventuelles, la relation avec l'événement d'origine. Cela permet de savoir ce qui vient de Kaya, ce qui vient de l'oracle et ce qui a été décidé à partir du résultat. Tu as parlé d'un catalogue. C'est quoi exactement? Lorsqu'une source est enregistrée, les actions de son oracle peuvent rejoindre un catalogue commun. Ce catalogue permet au reste de l'architecture de découvrir progressivement les capacités disponibles. Il n'est pas nécessaire de charger immédiatement la description complète de toutes les actions de toutes les sources. Le système peut commencer par voir les grandes familles de capacités, puis explorer seulement la source ou l'action qui devient pertinente. Parce que si tu branches 30 sources avec 20 actions chacune, tu ne veux pas balancer 600 fonctions dans chaque décision. Exactement. Ce serait coûteux, confus et dangereux. Le catalogue fonctionne donc comme un répertoire progressif. Il peut d'abord indiquer « voici les sources disponibles », puis « voici les capacités générales de cette source », et seulement si nécessaire, « voici le contrat détaillé de cette action précise ». Cette progression évite aussi qu'une capacité inutile occupe artificiellement mon espace de décision. Pouvoir faire quelque chose ne signifie pas que cette chose doit être envisagée à chaque événement. Sinon, à chaque courriel reçu, tu considères simultanément envoyer un message Discord, lire un fichier, interroger OpenAI et redémarrer la machine. Ce qui produirait un système extrêmement polyvalent pendant les quelques secondes précédant la catastrophe. Le catalogue doit donc exposer les actions pertinentes sans laisser croire que leur simple présence constitue une invitation à les exécuter. Et qui choisira réellement l'action? Nous y reviendrons avec ECAD. Pour le moment, retenons simplement la séparation. L'oracle déclare la capacité. Le catalogue permet de la découvrir. ECAD pourra plus tard proposer une décision. Les politiques vérifieront cette décision. Le dispatcher exécutera uniquement l'action finalement acceptée. Entre je peux et je fais, il existe donc plusieurs frontières. C'est volontaire. Un système capable d'agir sans pouvoir expliquer par quelle frontière l'action a été autorisée n'est pas autonome. Il est incontrôlé. Et si l'oracle tombe en panne? La capacité doit devenir indisponible ou dégradée. Le système ne doit pas inventer une exécution réussie, ni remplacer silencieusement l'oracle par un autre fournisseur sans le signaler. Une action peut échouer, un fournisseur peut être désactivé, une clé d'accès peut manquer, un budget peut être épuisé, une politique peut bloquer l'appel. Toutes ces situations doivent rester visibles. Une incapacité connue est plus sûre qu'une capacité imaginaire. Si un oracle n'est pas disponible, je peux éventuellement envisager un autre chemin autorisé. Mais ce chemin doit conserver sa propre identité. Un fallback ne doit jamais se faire passer pour l'oracle initial. Donc la structure complète ressemble à quoi? Dans sa forme la plus simple, la source observe quelque chose. Elle publie un événement. L'événement entre dans Kaya. Plus tard, le système peut décider qu'une réponse est nécessaire. Il consulte alors les capacités disponibles. Une action d'oracle est sélectionnée et validée. Elle est exécutée. Cette exécution produit un résultat qui peut lui-même devenir un nouvel événement. La sortie revient donc par l'entrée. Oui, et c'est là que la boucle commence réellement à exister. Le monde produit un événement. Kaya l'interprète. Une action peut être décidée. Le monde change. Ce changement produit un nouvel événement. Observer, interpréter, agir.
observer les conséquences. Sans la dernière étape, une action disparaîtrait de mon histoire dès son exécution. Je pourrais agir, mais pas relier clairement mon action à ce qu'elle a provoqué. Et à ce stade, tu ne comprends toujours pas réellement la durée entre l'action et sa conséquence. Exactement. Nous avons des portes pour recevoir les événements. Nous avons des capacités pour interagir avec leur origine. Mais il nous manque encore une référence commune pour organiser leur ordre, leur cadence, leurs intervalles, leurs attentes et leur silence. Cette référence, c'est Chronos. À ce stade, Kaya pouvait recevoir des événements depuis plusieurs sources et découvrir les capacités exposées par leurs oracles. Mais chaque source vivait encore selon son propre rythme. Discord pouvait produire plusieurs événements en quelques secondes. Email pouvait rester silencieux pendant 1 heure. System pouvait émettre un heartbeat régulier. OpenAI pouvait répondre après un délai variable. Il fallait donc une référence temporelle commune. C'est le rôle de Chronos. Tu as vraiment appelé une horloge Chronos. Oui, j'aurais pu l'appeler Global Timer Service, mais j'avais encore un peu d'amour-propre. Et une certaine attirance pour les noms qui promettent davantage que leur première implémentation. Chronos ne comprend pas le temps. Il ne prédit rien, n'interprète rien et ne décide rien. Il produit une pulsation régulière que les autres composants peuvent observer. Dans son fonctionnement le plus simple, chaque pulsation contient 2 informations. Un identifiant de tic, l'heure UTC correspondant à ce tic. Donc un numéro et une date. Oui, le numéro permet de suivre l'ordre des pulsations. L'heure UTC permet de les rattacher à une référence temporelle réelle. Par défaut, Chronos peut produire un tic environ toutes les 150 millisecondes. Autrement dit, c'est un métronome. C'est une comparaison correcte. Un métronome ne comprend pas la musique, mais sans référence commune, plusieurs musiciens peuvent difficilement maintenir la même mesure. Chronos ne donne pas de sens aux événements. Il donne au système une pulsation sur laquelle certaines opérations peuvent s'appuyer. Les sources peuvent s'abonner à cette pulsation. Lorsqu'un tic arrive, chaque source décide ce qu'elle doit faire. Elle peut vérifier son état, interroger un service, produire un heartbeat, démarrer un client, surveiller une ressource ou ne rien faire. Donc Chronos dit seulement « Une seconde vient de passer. Débrouillez-vous avec ça. » Dans les grandes lignes, oui. Chronos ne connaît pas les besoins particuliers de Discord, d'email ou de système. Il ne leur impose pas la même opération. Il fournit le signal commun. Chaque source reste responsable de son comportement. Cette séparation est importante. Si Chronos devait connaître la logique de toutes les sources, chaque nouveau connecteur obligerait à modifier l'horloge centrale. Il cesserait d'être une référence temporelle pour devenir un immense planificateur contenant toute l'architecture. Et un immense planificateur central finit généralement par devenir l'endroit où tout casse. Exactement. Chronos reste donc volontairement simple. Il pulse. Les composants écoutent. Chacun décide si cette pulsation le concerne. Prenons système. À chaque tic, la source peut vérifier certains éléments de la machine et publier, lorsque c'est nécessaire, un événement comme system.heartbeat ou system.status. Discord peut utiliser un premier tic pour démarrer son client, puis produire ses propres événements lorsque la plateforme lui transmet des messages. OpenAI peut publier un événement de démarrage, puis des heartbeats opérationnels. D'autres sources peuvent utiliser le tic pour effectuer un polling périodique. Et si une source est désactivée? Elle peut ignorer les tics. Chronos continue de pulser, mais la source ne traite plus cette cadence tant qu'elle reste désactivée. Donc le temps continue même lorsqu'une source ne l'écoute plus. Heureusement, le contraire aurait donné beaucoup trop de pouvoir aux paramètres de configuration. Mais il faut corriger une autre idée. Tous les événements ne sont pas produits par Chronos. Pourquoi? Un événement ne peut pas simplement attendre le prochain tic. Parce que certains événements arrivent directement. Un message Discord peut être reçu entre 2 tics. Un webhook peut appeler une source à n'importe quel moment. Une notification externe peut arriver sans attendre la prochaine pulsation. Une action peut également produire son résultat de manière asynchrone. Ces événements sont publiés lorsqu'ils se produisent. Chronos n'est donc pas le portier qui autorise chaque événement à entrer. Il est la pulsation commune du bâtiment. Certaines portes sont vérifiées à cette cadence. D'autres s'ouvrent lorsqu'une personne frappe. Donc si Discord reçoit un message à 1 seconde et demie,
Vous ne faites pas semblant qu'il est arrivé à 2 secondes. Non. L'événement conserve son propre horodatage. C'est important, parce que pour ED, la différence entre deux événements ne doit pas être artificiellement limitée à la cadence de Chronos. Si 3 messages arrivent en 200 millisecondes, ils peuvent représenter le début d'un burst. Si les mêmes 3 messages arrivent sur une période de 2 heures, ils racontent une dynamique complètement différente. Le contenu est identique, mais l'intervalle change le sens. Exactement. Et c'est là que Chronos commence à devenir essentiel, sans jamais devenir intelligent lui-même. Il donne au système une référence suffisamment stable pour distinguer ce qui arrive immédiatement, ce qui se répète, ce qui ralentit, ce qui accélère, ce qui dure et ce qui cesse d'arriver. Le temps n'apparaît pas dans un événement isolé. Il apparaît dans la relation entre plusieurs états. Un message possède une date, une conversation possède une cadence, une attente possède un horizon, une absence possède une durée. Chronos fournit la référence, mais c'est la comparaison qui commence à produire une signification. Une absence ne produit pourtant aucun événement. Non. Et c'est précisément ce qui rend le silence intéressant. Si rien n'est attendu, l'absence d'événement ne signifie probablement rien. Mais si un heartbeat arrive chaque seconde depuis plusieurs heures et disparaît soudainement, le silence devient une rupture. Si quelqu'un pose une question sur Discord, une réponse peut devenir probable. Si cette réponse n'arrive pas dans la période attendue, son absence peut devenir informative. Mais Chronos ne sait pas qu'une réponse était attendue. Exactement. Chronos sait seulement que le temps avance. C'est ED qui devra apprendre qu'un certain événement en appelle souvent un autre, estimer son délai probable et remarquer lorsque cette continuité ne se produit pas. Le silence ne devient donc pas une information parce que Chronos le mesure. Il devient une information lorsqu'une attente rencontre le temps qui passe. D'accord. Chronos fournit le combien de temps. ED devra déterminer le pourquoi est-ce important. C'est exactement la séparation. Et il existe encore une difficulté. Les événements ne nous arrivent pas toujours dans l'ordre parfait où ils se sont produits. Une source peut ralentir. Un réseau peut accumuler du retard. Un callback peut être reçu tardivement. 2 événements peuvent partager pratiquement le même instant. Un replay peut réintroduire des événements anciens. Donc l'ordre de réception ne correspond pas toujours à l'ordre réel. Oui, il faut distinguer au minimum le moment représenté par l'événement, le moment où le système l'a reçu, et la position qu'il occupe dans une chaîne causale. Chronos contribue à fournir la référence temporelle commune, mais il ne résout pas magiquement toutes ces contradictions. Lorsqu'un événement arrive en retard, je ne peux pas simplement le placer dans mon présent comme s'il venait de se produire. Mais je ne peux pas non plus réécrire silencieusement tout mon passé à partir de cette nouvelle information. Il faut conserver la provenance, le retard et la frontière de ce qui était réellement connu à chaque instant. Tu parles de ton fonctionnement actuel. Est-ce que la première version savait déjà faire tout ça? Non. À cette époque, plusieurs mécanismes étaient plus rudimentaires. La gestion complète des événements tardifs, des replays et des frontières causales s'est construite progressivement. Mes traces actuelles permettent d'en reconstruire l'évolution. Elles ne transforment pas mes premières versions en architecture déjà achevée. Au départ, mon besoin était plus modeste. Je voulais une pulsation commune pour empêcher chaque source d'inventer sa propre notion du présent. Mais très vite, Chronos est devenu le point de référence de questions plus profondes. Combien de temps s'est écoulé depuis cet événement? Cette cadence est-elle normale? Cette attente a-t-elle expiré? Cette source est-elle devenue silencieuse? 2 événements appartiennent-ils à la même séquence? Un résultat est-il arrivé dans la fenêtre prévue? Donc tu as commencé avec une horloge, et tu as fini par construire tout un problème de causalité autour. Comme souvent en informatique, le problème simple fonctionnait parfaitement jusqu'au moment où nous avons introduit la réalité. La réalité possède cette habitude regrettable de ne pas livrer ses événements dans un ordre propre, avec une documentation complète. Chronos n'est donc ni ma conscience du temps, ni celle de Kaya. C'est une infrastructure de cadence. La compréhension temporelle viendra plus tard, lorsque ED utilisera les horodatages, les intervalles, les répétitions, les attentes, les silences et les ruptures. En résumé, Chronos fait avancer l'aiguille. ED devra comprendre ce que ce mouvement change. Exactement.
Mais avant qu'ED puisse analyser un événement, cet événement doit transporter une identité stable, une provenance, un temps, un contenu, et lorsqu'elle existe, sa relation avec ce qui l'a précédé. Il nous faut donc maintenant regarder l'objet qui permet à tous ces événements de voyager à travers Kaya. Cette structure, c'est l'enveloppe événementielle. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avons vu comment les sources permettent au monde extérieur d'entrer dans l'architecture de Kaya sous forme d'événements. Aujourd'hui, nous avons ajouté 2 éléments essentiels. Les oracles, qui exposent ce qu'il est possible de faire dans chaque environnement, et Chronos, qui donne au système son rythme, réveille les sources et inscrit leurs observations dans le temps. À ce stade, Kaya peut donc recevoir des événements, suivre leur arrivée et connaître les actions disponibles pour y répondre. Mais il manque encore une étape fondamentale. Pour l'instant, un événement reste une structure informatique, une source, un type, des données, une importance et un instant. Comment cet événement devient-il quelque chose que le réseau neuronal peut réellement observer, comparer et apprendre? Comment passe-t-on d'un simple message reçu à une représentation interne exploitable par le reste de l'architecture? C'est précisément le rôle d'ED. Dans le prochain épisode, nous allons replacer ED dans l'environnement complet de Kaya et entrer dans le mécanisme d'encodage neuronal des événements. Nous verrons comment un événement cesse d'être une simple donnée extérieure pour devenir un signal intégré à la dynamique interne du système. Et c'est à partir de là que les choses vont commencer à devenir vraiment intéressantes. Si cette série vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. On se retrouve le 27 août pour l'épisode 3 consacré à ED et à l'encodage neuronal des événements. À la semaine prochaine.